Bonjour curieux et maître de jeu. Dans cette vidéo, nous allons attaquer le troisième étage du donjon de Palace of the Vampire Queen afin de l'adapter au système de jeu Donjons et Dragons 5. Je ne vais pas trop m'éterniser sur l'introduction, je me doute que vous avez déjà vu mes précédentes vidéos. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un court remerciement à Ludipsy pour s'être intéressé à mon projet au point de me demander une entrevue. Je peux que vous recommander d'aller visiter sa chaîne. Son contenu est incroyablement varié et son approche extrêmement pertinente, mêlant à la fois jeu et santé mentale. Quelque chose dont nos héros auraient bien besoin alors qu'ils s'aventurent plus profondément dans le donjon de notre impitoyable reine vampire. Sincèrement, il n'y a pas énormément de différences techniques entre le deuxième et troisième étage, ce qui poursuit ma précédente théorie qu'il y a eu un apprentissage du maître de jeu entre l'étage 1 et 2 et que le résultat était assez concluant pour répéter à peu près la même recette, à savoir un nombre de pièces tournant autour de la trentaine, une pincée de passage secret, ainsi qu'un nombre minimum de salles vides que je me suis empressée de retirer de ma version moderne pour les raisons que je vous ai déjà expliquées prior cette vidéo. Mais cela n'a pas empêché les créateurs de cette aventure, à savoir Pete et Judy Kerestan, de vouloir expérimenter sur deux nouveaux aspects avec ce troisième étage. À commencer par l'angle des couloirs. Encore une fois, je pense qu'il s'agit surtout d'une astuce de désorientation, puisqu'à l'époque, les cartes étaient décrites verbalement et il en revenait aux joueurs de dessiner le plan au meilleur de leur capacité. Mais je trouve néanmoins étrange que la même esthétique ait été abandonnée pour le quatrième étage avant d'être reprise au cinquième. Je dirais que d'un côté, les couloirs du nord n'apportent pas grand-chose, qu'ils soient en angle ou non, considérant tout l'espace vide qui se trouve autour. Mais on peut voir l'intérêt d'un tel design dans le triangle au sud de la carte, où les couloirs influencent directement la forme des pièces qu'ils entourent. Il est aussi possible de voir une certaine touche d'expérimentation avec les pièces voisines, ce qui est un changement considérable quand on regarde que toutes les pièces des étages précédents étaient rigoureusement rectangulaires. Malheureusement, la totalité de ces changements sont totalement inutiles, puisque la majorité des pièces concernées sont entièrement vides. J'ai donc décidé de simplifier la vie de tout le monde en gardant mes couloirs droits pour cette carte et réserver les changements esthétiques plus audacieux pour le glorieux étage final. La seconde grande différence du troisième étage est qu'il n'y a plus trois factions différentes pour se partager les salles, mais un grand total de 5. On assiste donc à une plus grande diversité d'adversaires, d'ambiances et surtout une montée en flèche dans le niveau de difficulté des rencontres. Comme cela fait beaucoup à discuter, je vais essayer de pas trop m'attarder en longue parenthèse comme dans mes précédentes vidéos, afin de ne pas déborder sur mon 20 minutes imparti. Alors attaquons tout de suite la première faction. Normalement, les joueurs seraient reçus par une bande de trolls dans les pièces plus au sud, mais j'ai dû changer ceux-ci en ogres pour mieux convenir au niveau des personnages. Les joueurs peuvent ainsi en déduire que l'ogre du deuxième étage servait peut-être de dirigeant auprès des orques et gobelins, mais n'était en fait qu'un membre d'une tribu bien plus importante, ayant fait alliance avec les vampires, ce qui laisse deviner toute l'ampleur de l'assaut à venir contre la capitale naine si leurs plans ne sont pas déjoués. Pour faire bonne mesure, j'ai aussi décidé de déplacer le charognard rampant dans leur territoire pour leur servir de décomposeur, puisque les ogres sont réputés pour produire beaucoup de déchets. Sincèrement, il y a peu à dire sur cette faction bête et méchante, alors autant passer à la suivante. La section crypte se rencontre à chaque étage et constitue environ tout ce qui ne fait pas partie d'un groupe spécifique, rassemblé en une même thématique d'abandon. Bref, ce qui se trouvait déjà dans le donjon avant que les différentes alliances ne s'y installent. Sincèrement, je pense qu'il s'agit de la faction qui a subi le plus de modifications pour mieux s'adapter à la version moderne de mon module. Entre la limace géante qui n'existe pas dans le bestiaire de base, un piège magique qui fait apparaître à volonté des âmes en peine de trop haut niveau, ou même un mécanisme de téléportation instantanée au cinquième étage, il y avait de quoi s'inquiéter. Afin de limiter les dégâts, la limace fut remplacée par nos amis les punaises de feu géantes, véritable mascotte de ce donjon, et les âmes en peine ont été remplacées par un unique poltergeist, soit une variante évoluée du spectre. Quant au mécanisme de téléportation, je vais avouer que mon côté sadique s'est brièvement matérialisé pour le remplacer par un piège de sphère d'annihilation, mais sans le sort d'attirance placé sur la bouche de la statue pour au moins laisser une chance au personnage de bas niveau.
De ce fait, cela laisse le piège relativement inoffensif et sert surtout à intriguer les joueurs, les pousser à expérimenter, afin de les préparer au jour où ils retomberont sur un piège similaire. La dernière pièce de la crypte sert surtout de salle au trésor et était autrefois connectée au territoire des Ghouls, mais celle-ci prenant déjà beaucoup de place, j'ai décidé de changer cette configuration. Parlant des Ghouls, elles forment l'une des nouvelles factions de cet étage et sans surprise sont des alliés des vampires, mais plus pour se nourrir que pour gagner en pouvoir comme c'est le cas des autres factions. Réparties dans les 3 premières pièces, la seule grande différence est que j'ai changé l'une d'entre elles en blême afin qu'elle soit représentée par un chef, en plus de donner un petit défi supplémentaire aux joueurs tout en évitant une fatigue de répétition. Dans la version originale, la dernière pièce est supposée contenir des enfants presque entièrement vidés de leur sang par les vampires et jetés en pâture aux ghouls. Mais comme il m'a fallu aussi adapter l'histoire de base, les victimes seraient plutôt des membres de la garde royale naine fraîchement vaincus dans les couloirs de cet étage et dont les corps ont été répartis entre les différentes factions alliées. Ce qui me fait revenir sur ce que j'ai mentionné dans ma vidéo du 2e étage. Vous devez sûrement vous rappeler de la scène décrite dans la morgue du cultiste, où l'un des PNJ accompagnant les joueurs serait confronté par la vue du cadavre de son mentor. Alors, à bien y penser, j'ai peut-être mis cette scène beaucoup trop tôt. Et pour vous expliquer pourquoi, laissez-moi sortir quelques principes de base en littérature. Non, je vous assure que c'est pertinent. Écoutez, je sais que ça peut sembler ridicule pour un donjon porte-monstre trésor, mais laissez-moi vous prouver l'inverse. En tant que maître de jeu, vous êtes en quelque sorte l'auteur racontant une histoire. À la différence qu'ici, vos joueurs sont à la fois vos lecteurs et vos personnages principaux, ce qui vous laisse donc très peu de contrôle sur les événements au cas où vos héros décident de sauter quelques étapes. Néanmoins, si votre histoire est assez poignante, vous ne devriez avoir aucun problème à maintenir l'intérêt de vos joueurs, au point que ceux-ci suivront volontairement votre trame narrative sans même le réaliser, parce qu'ils seront aussi motivés que leurs personnages à découvrir ce que vous les avez préparé. Et pour ce faire, l'un des meilleurs outils que je peux vous proposer est une structure narrative solide. Dans ce cas-ci, nous avons un donjon de 5 étages. Le premier réflexe serait donc de répartir notre narration en 5 actes. Le problème étant, la structure en 5 actes n'est pas du tout adaptée pour un donjon. Popularisée par Shakespeare, elle convient davantage au drame et tragédie car elle pose son climax au beau milieu de l'histoire et attire la finale afin d'exposer toutes les conséquences de l'action et plonger l'auditoire dans une réflexion mélancolique. À l'inverse, une structure en 3 actes serait beaucoup plus adaptée au jeu de rôle car elle voit une escalade du conflit jusqu'à atteindre les derniers moments de résolution et convient mieux à un public moderne habitué aux films d'action hollywoodiens. Le but ici est donc d'adapter cette structure à une histoire séparée en 5 actes. Alors, voyons ce qui peut être fait. Le premier étage serait la mise en place. Nos héros sont ici pour sauver la princesse. Mais arrive le premier élément perturbateur, à savoir qu'il y a plus dans ce tombeau que de simples vampires, car idéalement, leur première rencontre avec les gobelins et le PNJ guerrier permet d'apprendre qu'il y a un jeu d'alliance inattendu entre différentes factions. La présence du vieil homme sénile et de ses chats peut aussi apporter une hésitation à massacrer systématiquement toute rencontre du donjon et revoir leur approche du problème. Dans tous les cas, ils finiront par arriver à la salle du banquet des vampires, rappelant le danger qu'ils posent et poussant les héros à la prise d'action en descendant l'escalier dans les profondeurs. Le deuxième étage est la montée d'action de la première partie du deuxième acte. Les joueurs sauvent la vie de nouveaux PNJ alliés, combattent les orques et leur chef ogre mentionné plus tôt par les gobelins, et la seule nouvelle surprise est la présence d'un cultiste incompétent, confirmant vaguement que quelque chose de plus grand se prépare. Le second étage est une continuation du premier dans le sens que les combats ne sont pas si difficiles, mais sert aussi de mise en bouche du troisième étage en laissant sous-entendre que quelque chose de terrible s'est passé avec l'équipe de sauvetage naine grâce à la scène de la morgue. Puis vient le troisième étage et celui-ci est entièrement dédié au retournement de situation. Soudain, les adversaires sont de bien plus haut niveau.
les combats plus difficiles alors qu'ils s'enchaînent les uns après les autres, et les cadavres de la garde royale naine sont omniprésents sur tout l'étage. L'ambiance se doit d'être étouffante et inspirer le désespoir de l'échec, remettant les joueurs en question sur leur capacité à réussir leur mission. Puis l'étage 4 est la suite du deuxième acte, et sans surprise, l'étage 5 est le climax menant au combat final. Maintenant, avec toutes ces informations, où est-ce que notre cher ami PNJ devrait découvrir le cadavre de son mentor et avoir une remise en question de ses propres capacités au risque d'abandonner le groupe de héros? Ouais, je pense que vous voyez où je voulais en venir. Non seulement cela apporte plus d'impact d'un point de vue narratif, mais cela donne plus d'intérêt à la série de combats avec les ghouls, plutôt qu'à être simplement récompensé par un amas de cadavres sans identité, sans butin, ce qui est non seulement décevant, mais même frustrant si les joueurs ont subi de lourdes pertes de points de vie durant ces rencontres. Sans compter qu'avec la morgue, simplement montrer des cadavres de la garde naine est suffisant pour monter la tension. Sans compter que la pièce n'est pas qu'un simple cul-de-sac, mais l'une des entrées au laboratoire du cultiste, ce qui évite la frustration après avoir combattu une suite de 3 salles de zombies. Donc voilà, j'ai voulu aller trop vite et c'était une grosse erreur de ma part. Mais ce qui est génial avec le fait de publier mes écrits par Google Drive est que je peux faire des corrections sur mon module quand je le veux. Donc, attendez-vous à ce que je modifie le deuxième étage dans les prochains jours afin de déplacer la scène du mentor décédé au troisième étage. Parlant de cultistes, un deuxième membre se trouve justement sur cet étage, mais celui-ci est beaucoup plus insidieux que le premier. Lorsque les joueurs vont le rencontrer en salle 14, non seulement celui-ci ne porte pas ses habits de secte, mais il est aussi un nain, espèce jusqu'alors associée positivement par les joueurs. Les fanatiques de secte ayant un bonus de plus 4 en supercherie, celui-ci tentera aussitôt de mentir pour assurer sa survie, se faisant passer pour un marchand de la capitale naine ayant été attaqué par des bandits sur la route menant à Nemelum, la ville de départ de l'aventure. Fuyant ses poursuivants dans les bois, il s'y serait perdu jusqu'à tomber sur le tombeau où il se serait réfugié pour la nuit. Il va raconter aux joueurs que son arrivée remonte à plus d'une semaine et que l'endroit semblait alors totalement désert, mais qu'au moment où il s'apprêtait à partir avec la levée de l'aube, il a entendu l'arrivée des vampires près de la porte d'entrée, accompagnés de hordes de créatures monstrueuses telles que des ogres et des orques, ce qui l'a obligé à fuir plus profondément dans le donjon. Depuis, il se cache en ces lieux, allant trouver ce qui semble être d'anciens appartements de prêtres et s'y étant installé en espérant que les monstres quitteront bientôt le donjon pour retourner d'où ils viennent. Bref, un mensonge tout à fait crédible, en particulier si les joueurs ont fait la rencontre du fou au chat du premier étage. Une astuce narrative pour mieux abaisser leur garde et mieux les poignarder dans le dos, car je rappelle que l'objectif du troisième étage est de donner un bon coup dans leur morale, mais sans non plus étouffer leur flamme. Certains indices d'incohérence dans son histoire ou un jet de perspicacité réussi permet de voir à travers son mensonge. Et tout joueur se dirigeant dans la pièce voisine peut aussi tomber nez à nez avec le costume de secte du nain déposé sur le lit, ce qui est un indice considérable si les joueurs ont déjà rencontré son compagnon au deuxième étage. Si c'est pas suffisant, une visite dans la salle 16 permet de tomber sur un nouveau tas de cadavres de la garde naine, mais il y a de fortes chances que le fanatique ait déjà attaqué les héros avant qu'ils n'en viennent à cette pièce. Enfin, la dernière salle comporte 3 animaux utilisés dans les expérimentations du cultiste, dont une très exotique panthère qui peut être apprivoisée par le groupe s'ils réussissent leur jet de dressage, soit la seule petite lueur d'espoir de cet étage si on ne compte pas bien sûr les trésors. Dans la version originale, l'animal en question était en fait un lynx avec une portée de petit, et les chatons auraient des pouvoirs de communication télépathique avec leur maître s'ils sont adaptés par les joueurs. Sincèrement, je ne sais pas si c'est parce que dans les règles du tout premier Donjon Dragon, les lynx sont bel et bien des créatures magiques, ou s'il s'agit d'une décision propre au créateur du module Palace of the Vampire Queen. Dans tous les cas, j'ai décidé d'aller vers une route un peu plus réaliste, mais si vous voulez embrasser la folie de l'original, n'hésitez pas à le faire, vous êtes le maître de jeu après tout. Surtout que dans ma version, le félin a bel et bien subi les expériences du cultiste, plutôt que de se trouver dans une salle recluse sans autre explication de sa présence. Donc cela vous donne une bonne excuse pour justifier tout écart du bestiaire.
Enfin, la dernière faction ne se résume pour l'instant qu'aux 2 dernières salles, mais prendra vite en importance dans les prochains étages. Il s'agit de celle des lycanthropes, bien qu'ici cela se résume à un unique loup-garou et ses 2 loups sanguinaires. Bien entendu, certains d'entre vous se demanderont pourquoi une faction de lycans accepterait de s'allier avec des vampires. Mais j'aimerais rappeler que la rivalité entre les 2 espèces est en fait une conception assez moderne qui prend ses origines dans les années 90 avec les éditions de la compagnie White Wolf. Mais lorsque l'on se base sur la mythologie, les vampires sont tout autant liés aux chauves-souris qu'aux loups, ce qui fait qu'une alliance avec des loups-garous n'est pas si inusitée. Tout cela pour dire que notre loup-garou solitaire sert de garde et que s'il réussit son jet de perception, avec avantage puisqu'il a l'odorat et l'ouïe aiguisée, il sortira dans le couloir et attaquera les joueurs dès l'instant où ceux-ci passeront devant sa porte. Ce qui met un peu de piquant à une autre avancée trop facile vers le prochain étage. Sûr, j'aurais toujours pu garder l'idée originale que l'escalier est caché derrière un passage secret, mais ça n'allait pas vraiment avec le concept de l'histoire, à savoir que la tombe a été créée à la base pour être un lieu de pèlerinage jusqu'au cercueil de leur reine bien-aimée afin de lui prêter hommage. Bref, l'équivalent d'une attraction touristique religieuse, ce qui explique entre autres la largeur des couloirs, non seulement pour la logique de l'histoire, mais aussi pour une logique mécanique quand on considère toutes les créatures de grande taille qui parcourent les lieux. Sans compter que placer l'escalier derrière un passage secret peut être plutôt punitif si les joueurs font de mauvais jets de perception et ont déjà tué toutes les créatures pouvant leur montrer où se cache le passage. Et encore une fois, ça c'est seulement si les joueurs réussissent un jet d'intimidation. Et j'ai vu des joueurs être vraiment malchanceux, croyez-moi. Le but avec ce 3e étage est donc certes de donner un réel défi aux joueurs, mais sans écraser tous leurs espoirs, sinon ceux-ci n'auront plus aucun plaisir et préféreront quitter la table ou abandonner la mission plutôt que poursuivre au 4e étage. Afin de contrebalancer la soudaine montée en difficulté des combats et entretenir juste assez la détermination des joueurs, j'ai inondé cet étage de parchemins magiques divers et variés, allant jusqu'au niveau 1, et aussi placé les tout premiers objets magiques du module. Je me suis assurée cependant que ceux-ci ne soient pas trop puissants afin de ne pas débalancer l'écosystème du donjon et rendre le 4e et 5e étage trop facile, puisque je rappelle que selon notre structure narrative, ceux-ci doivent offrir une montée en difficulté pour que le climax ait lieu à la toute fin, et non pas au milieu. Mais encore une fois, mon annexe des trésors n'est qu'une proposition. Il est tout à fait possible de modifier celle-ci à votre goût en troquant 5 objets magiques peu communs pour un objet magique rare qui conviendrait personnellement à l'un de vos joueurs. Il s'agit d'une approche tout à fait valide car la réaction positive sera beaucoup plus forte chez le joueur concerné. Après tout, il est toujours plus excitant de recevoir quelque chose que l'on désire énormément plutôt que plusieurs petites choses qui seront sûrement vendues à la fin du donjon pour s'acheter l'équipement désiré. Et ça montrera que vous êtes un maître de jeu à l'écoute de leurs besoins spécifiques. Le risque avec cette approche, cependant, est de voir apparaître des tensions sur votre table si vous avez des joueurs facilement jaloux, en particulier si vous tombez dans le piège du favoritisme. À partir de là, je pense que vous connaissez la routine. Modules, cartes et tout autre document nécessaire sont dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez la suite avec le 4e étage du donjon, inscrivez-vous à ma chaîne pour être averti de la prochaine parution. Je vais essayer de publier plus fréquemment maintenant que je commence à devenir familier avec le montage vidéo. Alors, soyez alerte pour la fin d'avril. Oh, et gardez aussi un œil sur la chaîne Ludipsy mentionnée plus tôt, car il y a de fortes chances que j'y apparaisse dans une seconde vidéo pour une petite capsule jeu de rôle. Sur ce, je vous dis à la prochaine et que l'aventure vous soit agréable. Tu ronronnes fort. Tu m'empêches d'enregistrer, Fifi. Oh oui. Oh oui, tu fais ta diva. Oh oui.